Ina, podcast. Il y a quelques années, j'ai risqué ma vie à refuser de la donner. Alors, j'ai décidé d'ajouter ma voix à toutes celles qui, comme moi, ont enfreint la loi au nom de la liberté de choix. Pour que le récit individuel serve le combat collectif. Cette histoire est notre histoire. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. Je fais partie des salopes qui l'ont fait. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. J'espère que ce genre de choses ne puisse plus se produire. Les femmes méritent mieux que ça. Il suffit d'écouter les femmes. C'est mon histoire, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans la vie des femmes quand même. Il suffit d'écouter les femmes. Un podcast original en 5 épisodes de Julie Ozou, produit par l'INA, en partenariat avec France Télévisions. Premier épisode. Histoire de salle à manger. Avril 1968. Bonjour papa. Chaque jour, quand je rentre du lycée, papa est toujours à la même place. Dans le fauteuil de la salle à manger, à lire son journal ou à regarder la télévision, face à ce tapis mural qui m'effraie depuis que je suis petite. Il l'a ramené d'Algérie comme un trophée de guerre. Je le déteste. Je suis en première, au lycée de jeunes filles Guy de Maupassant. Et chaque jour, c'est ici qu'on s'installe, sur la grande table en bois, avec mes 2 frères et ma sœur pour faire nos devoirs. En silence. Cette pièce empeste un mélange de sel, de fioul et d'exporta que mon père fume sans cesse. Ses cigarettes et ses odeurs, il les ramène du Canada. J'ai l'impression qu'elles sont imprégnées en lui. Parce que papa pêche la morue depuis qu'il a 13 ans. Il part souvent 2 ou 3 mois de suite dans les eaux froides de Terre-Neuve. C'est dur, mais c'est bien payé. Et pendant ce temps, maman a bien assez à faire avec nous 4 et la maison. Je trouve ça presque pire que de travailler. Mais je vois bien qu'elle est tranquille sans lui. Mon père était sabotier et ma maman avec 11 enfants, femme au foyer. Mon père était maçon, ma mère était au foyer, bien sûr, avec 7 enfants. J'étais fille d'ouvrière agricole. Mon père était médecin, ma mère était mère au foyer, après avoir été infirmière et avoir travaillé avant son mariage. Ce qui était rare à l'époque quand même, mais elle a travaillé. Mais une fois mariée, terminée, elle est rentrée dans les rangs et elle s'est occupée de ses enfants et de son mari. Dès qu'il revient de la mer, on saute de joie. Il nous rassemble tous autour de la grande table et on déballe les cadeaux. Il y a des petits jouets en plastique et des paquets de chewing-gum Hollywood. J'adore ça. Mais très vite, le quotidien reprend et les assiettes et autres noms d'oiseaux se mettent à voler à nouveau. Je peux pas dire, on manque de rien, c'est sûr. Cette maison, elle est confortable, je le sais. On a même une salle de bain. Ce n'est pas le cas de ma copine Madeleine. On a le confort moderne, comme on dit. On a cette salle à manger et même un salon en plus. Mais on n'y va que quand on a des invités. Autant dire, pas souvent. Je suis née dans un milieu bourgeois, très conservateur. Pour nos parents, ce qui comptait, c'était que nous répondions à des codes, les codes du milieu, de montrer qu'on était bien élevés, qu'on se tenait bien. Effectivement, mon enfance s'est passée dans ce petit village un peu fermé, comme tous les villages de l'arrière-pays niçois à cette époque-là. Et puis après, nous sommes restés, à partir des années 60, dans la banlieue d'Angoulême, jusqu'à ma majorité. Dans un quartier très populaire, ouvrier ou d'artisans, mais vraiment petit artisan. Vous voyez, moi je vivais au centre d'une cour où il y avait des carrossiers, des matelassiers. On avait une belle vue, c'était sur la prison d'Orléans. Et puis derrière le cimetière. Non, on était dans un petit jardin, une cité tranquille, dans un milieu où il y avait beaucoup d'amour avec mes parents. On était beaucoup dehors, dans la nature.
On vivait simplement, mais il y avait toujours ce qu'il fallait à la maison. Mais je me sens pas bien ici. J'en suis sûr, à cause de la France elle-même. Le soir, quand papa regarde son Charles de Gaulle dans le poste, il faut pas qu'on fasse de bruit. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Quand est-ce qu'il va partir, ce vieux crouton? Nous aussi, on aimerait bien regarder la télévision. Évidemment, ça non plus, on n'a pas le droit. Enfin, j'exagère. Mon petit frère peut regarder de temps en temps Bonne nuit les petits. Bonsoir les enfants. Mais bon, c'est pour les bébés. Mais quels sont ces cris? D'où viennent-ils? Et le mercredi soir, il nous laisse regarder tous ensemble un épisode des Shadocks, après les actualités. C'est tout nouveau. Tous les 4, on s'étrangle de rire. Mes parents ne comprennent pas bien notre engouement pour ces bestioles absurdes. Mes parents ne rigolent pas beaucoup de toute façon. Ils n'ont pas le temps pour ça. Je n'ai pas envie de devenir comme eux. Je veux pas devenir adulte. Ça semble si contraignant. Et on jouait au foot, c'était pas drôle. Ils mettaient toujours goal. On n'avait rien à faire, donc on se battait. On faisait des conneries. Elle voulait nous taper, elle nous courait avec le bâton dans les prés. Elle nous a jamais rattrapés, jamais. Je n'avais pas le droit d'aller jouer avec les autres enfants du quartier, mais dès qu'elle avait une cliente qui arrivait et qu'elle ne me voyait pas, je me sauvais, enfant, et j'allais voir une petite copine, voilà. Pourtant, il y a déjà 2 ans, malgré moi, je me suis éloignée d'un pas de géant de l'enfance. C'était un dimanche, on était à la grande table. C'est le seul jour où on y mange. On attendait que maman nous serve son fameux poulet pommes de terre. Là aussi, il y a des règles. La fourchette à gauche, et maintenant... Bon appétit. J'étais assise à côté de l'énorme horloge, celle qui marque chaque seconde qui passe et qui me rappelle tous les quarts d'heure que le temps est long ici. Malgré le remue-ménage que créent 5 personnes à la maison, j'ai la sensation qu'à l'intérieur, l'ennui est mon compagnon principal. J'ai une éducation très traditionnelle. Je ne sais même pas si je peux parler d'éducation ou de dressage. On ne parlait de rien, il fallait surtout pas dire ses sentiments, ses émotions, il fallait se taire, respecter la hiérarchie sociale. Les parents étaient très discrets sur un tas de choses et on parlait de peu de choses dans la famille. J'ai quand même été une petite fille qui a été élevée avec beaucoup d'autorité, beaucoup de principes. À l'époque, les enfants, même les adolescents, ne posaient pas de questions aux parents. Moi, je ne pas, mes grands-parents, j'ai jamais posé de questions. Mes parents non plus, surtout à mon père. Mon père, c'est pas un rigolo, hein, quand même. Parti communiste français, je peux vous dire, il n'y a pas des joyeux. Hein. Oh, j'avais peur. Hein. On avait tous peur de lui. Hein. Je jure qu'à table, personne branchée. Hein. Les yeux dans l'assiette et c'est tout. Hein. Ah oui, il fallait pas rigoler. Hein. T'es dur, hein. Oh, mon Dieu. Et c'était mon père qui m'amenait, une école privée catholique bien sûr. J'étais très bavarde et joyeuse, je pense, à ce moment-là. Et tous les matins, il me disait, il n'y a que les imbéciles qui parlent. Donc, tu te tais. Donc, j'étais assise sur la chaise en plastique de la marque Fina, qu'on a eue en cadeau après plusieurs pleins d'essence. C'est ma préférée. Elle arbore fièrement les couleurs nationales de la marque. Bleu, blanc, rouge. J'aime bien, ça dénote complètement de la déco. Ça amène une touche de modernité et de couleur dans le marron du bois ambiant. Eh bien, moi aussi j'y ai amené ma touche de couleur. Et j'ai eu la honte de ma vie. Mes règles, elles sont arrivées, j'ai rien compris de ce qui se passait. La seule chose dont je me rappelle, c'est que mes sœurs, et moi je savais même pas ce qu'on m'expliquait rien, mais de la même manière qu'elles ne savaient pas, voilà, elles avaient des serviettes hygiéniques en coton. Donc des fois je les voyais, ces serviettes hygiéniques, mais je me disais, les pauvres, mais qu'est-ce qu'elles ont ? Et en fait, voilà, c'était le temps de les laver et tout ça. Hein. On allait mettre dans la lessiveuse, on nettoyait comme ça. Mais voilà, la première approche a été ça, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi. Et on leur a fait du mal.
Elle est venue me voir dans ma chambre en me disant maintenant, tous les mois, tu mettras ça, tu mettras des serviettes. À l'époque, c'était des serviettes en tissu. Voilà, mais c'était tout. Et sans expliquer ce que ça voulait dire, sans rassurer. Et c'était d'une violence extrême, en fait. Mais bon, il fallait vivre avec ça. À l'internat, les filles n'étaient pas du tout informées. Donc quand ça arrivait, c'était des pleurs à n'en plus finir. Elles se cachaient. Quand j'ai eu mes règles pour la première fois, je me suis cachée. Je cachais les bandes, je me débrouillais avec... Et c'est maman qui a découvert ça comme ça, par accident. On parlait pas de tout ça. Alors déjà, on ne sait même pas comment on est faite. Il y avait des filles qui refusaient d'aller se doucher et qui disaient non, j'ai des règles, je peux pas me doucher, c'est trop dangereux, mes parents me l'interdisent. Donc voilà, on avait des odeurs dans les dortoirs. C'était des dortoirs qui n'étaient pas toujours très agréables. Maman m'a regardée avec son doux sourire et m'a dit « Tu es une femme maintenant ». J'ai rien compris. Elle ne m'en avait jamais parlé. De toute façon, on ne parle de rien. Ma mère m'avait prévenue que j'allais avoir, qu'il allait se produire quelque chose dans mon corps. J'étais prévenue. Je savais ce qui allait m'arriver. Et j'étais une des rares. J'étais toute fière de pouvoir leur dire « Ça s'appelle les règles, c'est normal, à 11 ans, 12 ans. On nous disait souvent « Les enfants, vous n'avez pas le droit d'écouter les conversations des adultes ». Là, quand il y avait des femmes, elles parlaient de tout, des règles, de leurs relations amoureuses, de leur violence, il y avait de la violence aussi, des avortements qu'elles avaient faits, ou des règles qu'elles n'avaient pas vues. Enfin, il y avait toujours une qui avait un problème, féminin, un problème féminin. Comme par hasard, on ne me disait jamais qu'il fallait partir. Être une femme ? Je sais pas pourquoi, ça me rend un peu fière. Mais ça me fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, tous les appareils sont là pour suppléer aux tâches ménagères. C'est ainsi que la maîtresse de maison a le pouvoir de choisir dans la production son équipement domestique le plus complet, le plus nouveau, en utilisant au mieux son budget. Pour ce faire, elle doit être informée et protégée. Dans la famille, c'était pas un sujet qui était abordé, du tout. Du tout. Ma mère était chrétienne espagnole, donc stricte, on ne parlait pas de ces choses-là. On ne parlait pas. Toute l'éducation que j'ai pu avoir sexuelle, ça a été un petit peu sur le tas, avec les copines, les discussions. Voilà, il y avait très peu d'informations. Il y avait le carré blanc à la télévision, dès qu'il y avait à cette époque. Nous avions la télévision, dès qu'il y avait le carré blanc, il fallait que je monte me coucher. Ma mère ne voulait pas du tout que je voie quoi que ce soit concernant les relations sexuelles. Ça, pour elle, c'était un interdit total. On voyait très peu de gens nus, ça n'existait pas de mon époque. Donc on avait peu vu, si vous voulez, ce qui est la sexualité. On avait peu d'informations sur les rapports sexuels. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Et que vous n'aviez droit même à certaines ordonnances, vous ne les aviez que par l'autorisation des parents. Donc, on n'allait pas très loin. Il fallait vivre avec ça. C'était comme une menace. Donc, quand ma mère me dit, quand tu vois un homme, tu cours, j'ai instinctivement compris que c'était une question de sexe. Je n'avais pas le mot et je savais. Donc, je me dis, voilà, ce que c'est un homme qui vous attrape et qui vous fait l'amour, qui met son sexe. Donc, c'est fichu, quoi. C'est cuit, c'est l'horreur, c'est la mort, c'est ce que j'imagine quand j'ai 8 ans, quoi. 8, 9 ans. Mais une menace que je ne comprenais pas. Et voilà, plus tard, j'ai su ce que ça voulait dire, bien entendu. Ça veut dire que vous passez de l'adolescence à l'âge adulte avec l'épée de Damoclès de la grossesse non prévue, etc. Mais bon, tout ça, vous ne savez pas si on ne vous a pas expliqué. Mais dans aucune famille, on expliquait ce genre de choses. Dans très peu de familles, on expliquait ce genre de choses. C'est que je peux tomber enceinte. Quelle angoisse! Je sais pas vraiment comment on fait, c'est pas près d'arriver. Même si c'est vrai que j'aimerais bien embrasser un garçon. Mais ça me tétanise. Et surtout, on me l'a interdit. Elle me disait, tu sais, je ne veux pas te voir avec un garçon. Ça, pas de garçon dans la maison. Maman m'a prévenue. Immédiatement, quand sa mère a su qu'elle était enceinte, elle l'a entièrement rejeté. Papa m'a prévenue. Son père, elle l'a massacré.
C'était pas plus compliqué que ça. Son père est ancien militaire et je pense qu'il l'aurait fait. Il aurait massacré, quoi. Parce que ça se fait pas. Parce que c'était une traînée. Oui, le genre de discours quand même qu'on pouvait avoir pour une personne qui a un enfant, fille-mère, on va dire. Ça passe pas, quoi. Mon père il m'avait bien dit, hein, à 18 ans, si jamais tu te retrouves enceinte, hein, ben je te mets direct dans la Charente. Ma sœur aînée, elle s'est retrouvée enceinte. Bon, moi, je n'étais pas encore née, mais quand mon père a appris qu'elle était enceinte, il l'a jetée dehors. Et ma mère, elle n'a rien pu faire, bien évidemment. Et ma sœur, elle a dû probablement être, à ce moment-là, je pense qu'elle devait travailler à Cannes-sur-Mer. Elle a dû être hébergée par quelqu'un et rencontrer le gentil monsieur qui a daigné se marier avec elle, avec sa fille. Voilà. Et ben, c'était ça quand même. Hein. Le gros poste de radio en bois est allumé tous les après-midi. Il est posé sur le meuble living, lui aussi en bois. Papa y range les digestifs. Souvent, quand maman fait du repassage, à 15h, elle se branche sur RTL pour écouter cette nouvelle émission. Alloménie. Les femmes y parlent librement. Il paraît que c'est la première fois. Parfois, le jeudi, je l'aide. Je repasse ma blouse pour pouvoir écouter en même temps. Tout autour de moi me confirme qu'être une fille ou une femme, ce n'est pas pareil. Je n'aurais pas la même vie que mes frères. J'ai tout ici. L'honnêteté, être gentil, poli. C'est ça, c'est sois parfaite, travaille, souffre et tais-toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, avec mes yeux de petite fille. Donc je sais qu'il faut me taire, je me tais, je ne dis rien. C'était ça l'éducation à l'époque. Hein. Attention, il ne faut pas dévier. Hein. La seule chose qui me fait du bien à la maison, c'est le tourne-disque. Il est posé à côté de la grosse radio. Les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont. J'ai seulement 3 disques à moi et que des 45 tours parce que c'est cher. Françoise Hardy, mon tout premier, il a une valeur particulière. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Je lis avec passion leurs amours dans le magazine Mademoiselle Âge tendre. Je les écoute quand papa n'est pas là, parce qu'il ne supporte pas cette musique. Je me demande ce qu'il supporte. On a aussi un nouveau vaisselier à la maison. Maman est fière et y a mis bien en évidence les assiettes normandes et le crucifix de mémé. Elle nous oblige à l'accrocher pour lui faire plaisir, ce qui a le don d'agacer mon père. Et moi aussi, parce que la religion, je m'en méfie. Ça me semble être une vaste escroquerie, surtout pour les filles. Voilà le passage nouveau qui était attendu en fait depuis longtemps. C'est le passage qui a trait évidemment à ce que l'on appelle la pilule et aux moyens contraceptifs. Eh bien, c'est net, c'est sans embâche maintenant. Paul VI, l'Église catholique donc, sont hostiles à ces moyens contraceptifs. D'ailleurs, nous, on n'est pas croyants. Mais dans ma famille, il y a un principe à respecter. C'est que les filles doivent faire leur communion. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Un juste supplice. Donc, depuis que j'ai 7 ans, mes parents m'obligent à aller au caté et j'ai fait ma communion. On avait une obligation d'aller à la messe pour faire comme les autres font. C'est-à-dire que je suis allée à la messe jusqu'à ma communion solennelle. C'était épouvantable parce que je comprenais jamais rien de ce que le curé racontait. C'était en latin à l'époque. Des grenouilles de bénitier, je vous jure qu'il fallait y aller à la messe. Le dimanche, on avait 2 kilomètres pour la messe, on y allait. Hein. On avait intérêt. Hein. Mais il n'y avait pas de voiture à l'époque. Hein. On y allait à pied. Qu'il fasse froid, le soir, on avait peur. On disait il y a des loups et tout, on avait la trouille. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a permis d'avoir mon beau coffre en rotin et d'inviter Jean-Claude, le cousin de ma copine Martine. Elle dit qu'il est amoureux de Monique. Mais moi, je vois bien comme il me regarde. Avec une de mes amies, quand j'étais encore en collège pensionnaire, on avait décidé qu'il fallait qu'on sorte avec un garçon. Alors, c'est la grande décision. Bon, rien de romantique du tout. Donc, on avait repéré 2 mecs qui traînaient avec leur mobilette, qui essayaient de faire tout ce qu'il fallait pour. Et donc, on commençait plus ou moins à choisir, et l'une et l'autre. Bon, manque de bol, on voulait choisir le même, mais bon. Ce qui fait que, au bout du compte, elle a eu le plus beau et moi le plus moche. Pas de bol.
Les rallyes, c'était fait pour nous marier, c'était pas fait pour qu'on s'amuse. De toute façon, tout dans notre milieu était fait pour le candidaton, pour la galerie. Donc tout était hypocrite, tout était faux en fait. Donc c'était le but, ça. Les rallyes, c'était des usines à marier les filles. Ça, mais c'est vrai que j'en ai profité en même temps. J'en ai profité. Et c'est parmi ces garçons d'ailleurs que j'ai rencontré mon premier amour qui a duré ce qu'il a duré. Mais j'ai un souvenir formidable de ce moment-là, de ces moments-là, de cette époque-là. J'avais une amie dont les parents tenaient un bar de jeux également, où il y avait des flippers, des baby-foot, des billards. Évidemment, ça attirait toute la jeunesse du quartier, et c'était les endroits où on se retrouvait, pas pour grand-chose, pour des grenadines pour les filles, mais en échange, on rencontrait les garçons. J'ai commencé à m'occuper un petit peu de ma coiffure, j'ai essayé de me maquiller, et à l'époque, le maquillage, c'était pas très bien, on n'en avait pas. Hein. Moi, j'allais pas dire à ma mère que je voulais m'acheter du maquillage. Alors, avec une copine, vous savez ce qu'on avait trouvé comme idée ? On avait pris les craies de l'école, on concassait, et avec un pinceau, on se mettait un petit peu de bleu et un petit peu de rouge. Il y a bientôt une surboom chez Martine. Papa ne voudra jamais me laisser y aller. Le week-end chez mes parents, je ne sortais pas. Enfin, je ne sortais pas, si, mais dans le village, avec des amis que je connaissais. Et même bien plus tard, je n'avais pas le droit de sortir. Mes seules sorties, c'était les matchs de rugby avec mon papa. Sinon, les jeunes filles ne sortaient pas. Donc, je savais que les garçons étaient quelque part dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de liberté pour les filles. Mes parents, ils m'emmenaient danser avec mes frères. Après, moi, je suis sortie avec mes frères. Mais les parents, ils étaient toujours là. Et encore, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient danser. On n'avait que ça, quand on était jeunes. Je me suis avancée doucement vers le fauteuil et je lui ai demandé timidement si je pouvais aller faire mes devoirs chez Martine samedi. Il a eu un moment d'hésitation et a fait un mouvement du menton qui a fait office d'autorisation. Mon cœur a fait un petit bond. Je suis tellement impatiente que j'ai cru que ce samedi n'arriverait jamais. J'ai mis la belle robe que maman m'a cousue. Simone Déhay va donc dévoiler les secrets de fabrication de cette jupe plissée, métrage, 2 hauteurs en 140 de large de gabardine de laine rouge. Séparer les 2 hauteurs afin de former les plis de façon identique sur chaque morceau. Salut Martine. Jean-Claude m'a invitée à danser. Je suis devenue toute rouge. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure et j'ai senti pour la première fois le goût de la chaleur humide sur mes lèvres. Ma première expérience, en fait, il m'a embrassée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il me veut ? J'ai trouvé ça dégueulasse, dégoûtant. Je me suis dit, dis donc, si c'est ça, aucun intérêt, quoi. La seule fois où ça aurait pu se faire, en ce qui me concerne, c'était dans une surprise partie. Et finalement, avec ma copine, on s'est barré par la porte du cabinet. Donc, si vous voulez, au niveau sexuel, je veux dire, puis on était cadrés. Voilà, donc ça rigolait pas. Moi, j'ai attendu d'avoir 21 ans. Ah bah oui. Et puis après, j'ai trouvé ça extraordinaire et roule ma poule. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. J'ai adoré ça, même si je savais pas trop comment faire parce que le seul exemple que j'ai autour de moi, c'est les parents. Ça fait pas rêver. Mais j'ai l'impression que je me suis pas mal débrouillée. La première fois qu'un garçon m'a touché la poitrine, un grand moment, quoi. Et la main sur les cuisses, un très très grand moment aussi. Et puis, comme j'avais pas d'expérience, on faisait celle qui était forte, mais en fait, c'était une panique totale. La plus belle pour Quand je suis rentrée à la maison, maman lisait Marie-Claire dans la salle à manger. Elle ne m'a pas posé de questions. Tant mieux. Ils ne doivent rien savoir, surtout mon père. Il me mettrait une volée.
Eh bien, je vais vous dire que quand il vous tapait, vous le sentiez. Vous saviez les joues comme ça. Malgré les menaces de papa, je continue à voir Jean-Claude. Samedi, ça fera 1 mois. Et pour m'évader de ce pavillon carcéral, je me réfugie dans les salles de cinéma avec les quelques francs que je gagne, en aidant la voisine dans son épicerie. Parfois, je préfère ne même pas manger le midi et garder des sous pour une séance. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. La nouvelle vague me submerge. Comme Jules, Jim, Maude, Pierrot et les autres. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Ça fait précisément 11 semaines que j'ai embrassé Jean-Claude pour la première fois. Je ne me lasse pas de continuer. Jeudi prochain, par miracle, il n'y aura personne à la maison. Je l'ai invité à me rejoindre dans ma chambre. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire.